nous avons le docteur Fosing Gonsu, spécialiste de médecine interne de cardiologie et de médecine d'urgence à Voltingen en Allemagne. Bonjour docteur et bienvenue sur ABK Radio. Bonjour Ngacha, merci pour votre invitation. Bonjour à tous vos auditeurs. Vous êtes spécialiste de médecine interne, de cardiologie et de médecine d'urgence à Voltingen, c'est en Allemagne. C'est cela, parlez-nous un petit peu de votre quotidien. C'est vrai que je suis à la base en Allemagne, mais je vis on va dire, à exactement 10 minutes de la France. Donc mon hôpital m'a délocalisé, m'a transféré en France pour donner un coup de main. Donc en ce moment, je suis plus du côté français de la frontière, on va dire. Et ça veut dire que je suis dans les deux systèmes, on va dire. Je travaille Je travaille donc au quotidien en ce moment en France et je me rends compte que on est vraiment en guerre comme M. Macron l'a déclaré. En ce moment à l'hôpital, il n'y a plus que le Covid-19, il n'y a plus autre pathologie. On est vraiment en plein dedans. Il y a des patients qui arrivent hospitalisés partout et en réanimation. Il y a beaucoup de morts aussi, il faut le dire. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi de totalement inédit. Parlez-nous un peu de vos journées. De quoi sont constituées vos différentes journées? Bon, disons qu'au quotidien, quand on arrive, il faut faire le point de ce qui est arrivé la nuit. Et il faut voir dans l'état dans lequel les patients se trouvent. Est-ce qu'il y a nécessité de transférer des gens en réanimation ou pas? Est-ce qu'il y a nécessité d'augmenter les traitements, d'adapter les traitements en fonction de la gravité? Et donc voilà, et comme j'ai dit, en ce moment il n'y a plus de chirurgie, il n'y a plus rien, on ne fait que du Covid, quelle que soit la spécialité. À la base je suis cardiologue, mais vous voyez je suis en plein dedans, et parce que c'est vraiment la pathologie qui a pris le dessus. Et après il faut quand même préciser que le personnel soignant, le personnel médical est de première ligne est lui aussi touché, parce qu'on a des collègues qui sont malades, il y en a qui sont en réanimation aussi, il y a des infirmières qui sont malades, et on se rend compte que c'est vraiment une tragédie, on va dire. Espérons que ça passera vite. Et Thierry Fosing, comment vous-même, personnellement, vous vivez cette situation? Les gens qui meurent autour de vous, les médecins qui sont en réanimation, et puis les gens qu'on enterre immédiatement au cimetière. Comment vous vivez vous-même cette situation? Est-ce que ça vous fait peur en tant que médecin cardiologue? Bon, je voulais pas rendre ça trop personnel, mais bon, disons que c'est inédit. Je pense que beaucoup de gens ne l'ont jamais vécu. C'est de la médecine de guerre en réalité. On fait avec ce qu'on a, et comme vous avez pu le suivre dans les médias, les hôpitaux ne sont pas préparés à cela. Il n'y a pas le matériel manque, il n'y a pas assez de masques, il n'y a pas assez de surblouses, de surchaussures, de gants, parce que les gens n'étaient pas préparés à ce genre d'événement. Donc, sur le plan personnel, effectivement, c'est terrible, dans la mesure où on a une famille, il faut rentrer à la maison, il faut être sûr qu'on n'est pas soi-même infecté, qu'on n'infectera pas son entourage. Donc, il y a un tas de précautions à prendre. Et pour être honnête, vu que personne ne sait exactement comment cette maladie, quand ça se terminera, moi, personnellement, je m'en remets à Dieu, parce que je ne sais pas exactement comment ça va se terminer. On sait. Et voilà, c'est bon, mais il y a de l'espoir. Hein. Il y a des gens qui sortent. Pour la majorité, effectivement, guérit et sort sans séquelles de l'hôpital. Il faut le dire. Mais on a rarement vu une grippe faire autant de victimes. C'est cela que je veux en venir. On a rarement vu une maladie virale, notamment dans ces sphères en Occident, faire autant de victimes. On connaissait ça au Moyen Âge, mais là, nous sommes au XXIe siècle. On croyait que la médecine était plus évoluée et à même de mieux adresser ce genre de problème. Et malheureusement, c'est pas encore le cas. Alors, docteur Thierry Fosing Gonsu, on a vu dans les hôpitaux, pas au Cameroun seulement, mais à travers le monde, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, en France, on a vu le personnel médical ou alors quelques médecins ou infirmiers déserter l'hôpital. Est-ce que il vous est souvent arrivé un jour de fuir l'hôpital, de ne pas aller à l'hôpital le matin et de rester confiné? Bon, disons que ça c'est une question taquine, mais bon, disons que par la loi nous sommes réquisitionnés. Par la loi vous êtes réquisitionné, la loi vous oblige à être présent à l'hôpital. Absolument, parce que c'est une situation de crise et il n'y a pas de vacances possibles, il n'y a pas de congés possibles, tout le monde doit être là pour donner un coup de main. Et je pense que c'est tout à fait correct, parce que sinon, ce Covid ne vient pas vous trouver chez vous. Vous avez publié une tribune où vous parlez des 4 grandes approches existantes pour contrer les affres du Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Voilà. Bon, je tiens à cette tribune, l'association des médecins camerounais en Allemagne. Et merci de me permettre de revenir dessus et de vous dire ce que nous avons découvert et sur quoi nous avons travaillé. Bien, nous sommes arrivés à la conclusion que dans le monde, il y avait environ 4 possibilités de lutter contre le Covid. Il y avait en Hollande notamment et en Suède, ils ont décidé au début de ne pas confiner. C'est-à-dire que la vie continuait, on disait aux gens, ok, évitez d'être ensemble, mettez un peu de distance entre vous et les autres, évitez de tousser en public, désinfectez-vous les mains. Mais tout est resté ouvert, les hôtels, les restaurants, les bars, les écoles. Sauf que en Hollande, notamment, au bout de quelques semaines, excusez-moi, il y a eu environ 800 morts et près de 11 000 malades. Donc les autorités hollandaises sont revenues sur la décision. On a fermé les écoles, on a fermé plein de choses, plein de lieux publics. Donc ils sont revenus à un minimum de confinement, on va dire. Tout n'est pas complètement fermé, mais au moins les écoles sont fermées et voilà. Donc ça ne marche pas. En Suède, ils continuent certes, mais ils ont presque 500 morts. Donc dire qu'on ne va pas confiner ou bien qu'on ne va pas isoler, c'est compliqué et plein de pays sont en train de réviser cette thèse. Ça, c'est le premier modèle. Il y a le modèle ensuite du confinement total. C'est ce qu'on vit en France, en partie en Allemagne, en Chine notamment. C'est-à-dire qu'on ferme tout et on ne sort que sur autorisation, que si on va par exemple faire ses courses, ou bien si on a une autorisation d'une autorité. C'est le confinement total, donc, comme je le dis. Et c'est ce qui est prôné pour beaucoup en Afrique. J'entends beaucoup de voix s'élever pour demander un confinement total. Eh bien, nos travaux ont montré une chose, c'est que le confinement total ne permet pas de baisser les morts. Bien au contraire. Les pays qui le pratiquent, c'est-à-dire l'Italie, la France, l'Espagne, sont les pays en ce moment qui ont le plus de morts. Donc, c'est compliqué de confiner totalement. C'est vrai que les Chinois sont parvenus avec ce confinement à vaincre la maladie, ou bien sont en voie de vaincre la maladie. Mais ce modèle est extrêmement cher, tant sur le plan humain que sur le plan économique, et n'est pas forcément efficace. Pourquoi il n'est pas efficace? Parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens malades sont confinés avec des personnes saines. Imaginez que vous soyez 10 dans une maison. Il y a un qui est malade et qui ne le sait pas encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Au bout d'une semaine, de 2 semaines, il contamine tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde est confiné. Et voilà, et ces gens arrivent aux urgences ou bien hospitalisés. Donc c'est ce qu'on voit en France, en Italie se faire. Donc nous pensons que le confinement total n'est pas une solution absolue. Et ça coûte cher, voilà, et c'est pas forcément, ça ne baisse pas le nombre de morts. Et quel est le voilà. Ensuite, nous avons. Oui, allez-y. Oui. Il reste 2 modèles que je vais essayer de présenter rapidement. Il y a le modèle sud-coréen et un modèle que l'Allemagne aussi en partie a adopté. Ça consiste à dire on va limiter les contacts sur le plan social. On va limiter les contacts, on pourra fermer les écoles, mais la vie suivra son cours. Tout le monde devra être masqué. On va tester massivement. Ça, c'est la clé. On teste massivement, c'est-à-dire qu'on recherche les malades. Parce que dans la médecine moderne, on n'isole pas les personnes saines, on isole les malades. C'est très important. Alors, les Coréens ont testé massivement la population. Ils ont détecté les malades. Ils ont géolocalisé leurs malades, ils ont isolé leurs malades, et ils ont traité ces malades. Eh bien, aujourd'hui, le modèle sud-coréen, qu'on retrouve également à Hong Kong, à Singapour, à Taïwan, c'est le modèle à suivre en réalité, parce qu'ils ont très peu de malades et très peu de morts. Et donc voilà. Et la clé, c'est quoi? C'est test massif, isolation ciblée et traitement. Et, bon, masque, oui, parce que le masque est très important dans ces régions-là. Quand vous regardez la télé, vous voyez qu'en Hong Kong, tout le monde est masqué, par exemple. Et je tiens à vous dire que Hong Kong est la ville la plus dense au monde, la ville qui a la plus haute densité de population au monde. Mais ils n'ont fait 6 morts de Covid. Est-ce que vous vous rendez compte? 7 millions de personnes. Ils ont une densité de presque 100 000 personnes au kilomètre carré. Mais ils n'ont fait 6 morts de Covid. Ça vaut, c'est bien. Et personne n'est confiné. Tout est ouvert, les restaurants sont ouverts. Les écoles sont ouvertes, mais tout le monde est masqué et tout le monde est testé. Voilà. Et le dernier modèle, c'est un modèle, on va dire, nous l'avons appelé le modèle marseillais, qui est un peu une dérivée du modèle sud-coréen, c'est-à-dire qu'à Marseille, on teste massivement la population et dès que quelqu'un est trouvé positif et symptomatique, on le met sous hydroxychloroquine, azithromycine.
des tests préliminaires ont montré que cette thérapie, hydroxychloroquine, azithromycine, permettait de baisser la charge virale au 6e jour, à 0 carrément. C'est vrai que c'est des études préliminaires, mais c'est très encourageant. Et on pense qu'effectivement, un traitement qui permet de baisser la charge virale aussi rapidement peut réduire le confinement des malades. C'est-à-dire que si vous isolez un malade pendant... Combien de temps est-ce que vous allez l'isoler? Pendant 20 jours, 15 jours, 30 jours, 60 jours? On ne sait pas. Mais si vous le traitez, le modèle marseillais montre qu'au bout de 6 jours, 7 jours, il est négatif. Et ça, c'est très important. Donc, il peut sortir plus vite du confinement. Donc, c'est un modèle que nous avons étudié. Donc, voilà à peu près les 4 modèles que je vous ai brossés. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, de précision. Et des 4 méthodes, quel est le modèle qui est plus adapté au Cameroun aujourd'hui, dites-vous? Bon, nous avons proposé ceci au Cameroun, aux autorités sanitaires. Nous avons proposé un modèle qui forcément doit tenir compte de nos réalités. Alors, c'est impossible, enfin nous le pensons, hein. Après nous ouvrons le débat, nous pensons qu'il est impossible de confiner totalement au Cameroun. Pour une simple raison, il y a des gens qui gagnent leur vie au jour le jour, qui doivent sortir chaque matin, gagner leur pitance. Si vous les enfermez à la maison, comment vivront-ils, hein? Ou bien, ceux qui payent leur loyer, s'il fait un mois sans payer son loyer, est-ce que le bailleur ne va pas le jeter dehors? Vous voyez, sans accompagnement réel, on se rend compte que ça ne servira pas à grand-chose. Et en plus, nous avons prouvé que quand on regarde la France, l'Italie, l'Espagne, le confinement total, il produit des morts, vous voyez. Donc, ce qui est important, c'est de faire ce que les Sud-Coréens font, de faire un peu de ce que les Marseillais font, de faire un peu ce qu'on fait à Hong Kong. C'est-à-dire quoi? Il faut tester massivement. Il faut notamment chercher les personnes qui sont potentiellement, qui sont les personnes à risque, mais ceux qui sont venus des zones à risque notamment. Mais j'ai peur que ce soit trop tard déjà, parce que tous ceux qui sont venus de France, d'Italie, je ne sais pas d'où récemment, début mars, je pense qu'ils sont bien dans la nature. Je ne sais pas si on les a tous testés. En fait, il aurait fallu les retrouver, les tester ceux-là, et isoler ceux parmi eux qui étaient malades, traiter ceux qui étaient symptomatiques, tester l'entourage de ces personnes-là, pour essayer de contenir la maladie. Maintenant, si la maladie n'est plus peut être contenue, parce que tout le monde est dans la nature, moi, nous pensons qu'il faut un port du masque obligatoire. Il faut trouver les moyens, même de produire localement des masques. C'est très important. Au XXIe siècle, vraiment, produire un masque devrait être à notre portée. Il faut encourager un dépistage massif et qu'il soit gratuit pour que les gens n'aient pas de, ne se sentent pas, n'aient pas peur de venir parce qu'ils auraient peur de dépenser de l'argent. Il faut un dépistage gratuit et massif dans les centres les plus touchés qui sont les Yaoundé. Voilà. Et une fois qu'on aura trouvé, et il faut dire aux gens que si vous êtes malade, nous allons vous traiter gratuitement. Bon, ça encouragera les gens à sortir. Parce qu'il ne faut pas seulement venir se tester et les renvoyer au quartier. Ils doivent venir se tester. S'ils sont malades, ils doivent se confiner et être traités s'ils en ont besoin. C'est très important. Mais est-ce que le Cameroun a les moyens de cette politique? Si on arrivait par exemple en phase 2 avec 5 000, 10 000 malades, évidemment, est-ce que notre capacité médicale peut nous permettre évidemment de venir à bout si on arrivait à la phase 3? C'est une question qu'il faudra poser au pouvoir public. Nous sommes des professionnels de santé et nous disons ce que nous pensons être indispensable sur le plan de la santé. C'est clair que les moyens, excusez-moi de faire une parenthèse, les gens ont évoqué la réanimation, les respirateurs. Je voudrais dire aux gens de ne pas rêver, entre guillemets. La réanimation, c'est la fin du rouleau, c'est au bout du rouleau, et personne ne veut y entrer. Pourquoi personne ne veut y entrer? Parce que la mortalité en réanimation, quand vous êtes intubé, quand vous êtes sous assistance respiratoire, c'est environ 70%. Ça veut dire que si 10 personnes entrent en réanimation, il n'y a que 3 qui ressortent de là. Et ils ne ressortent pas avec leur poumon intact. Donc, ne commençons pas à chercher de la médecine qui va nous dépasser et qui forcément... C'est important d'avoir de la réanimation. Alors, mais vraiment, ce n'est pas une option pour nous pour le moment. Alors, revenons sur les précisions de ces chiffres. Oui, vous dites que sur 10 personnes qui entrent en réanimation, 3 seulement ressortent là survivantes. Non, c'est 10 personnes qui rentrent en réanimation et qui sont mises sous assistance respiratoire. C'est très important. Donc, ils sont intubés, qui sont mis. Il n'y a que 3 personnes qui ressortiront. C'est les statistiques actuelles qui viennent de Chine et c'est des hôpitaux suréquipés avec de très bons plateaux techniques. Je ne sais pas si les nôtres peuvent rivaliser avec ces hôpitaux-là. Donc, il ne faut pas que quelqu'un s'imagine pouvoir aller en réanimation et ressortir de là. Je ne parle pas du coût de la réanimation.
Parce que il faut la réanimation, je me suis renseigné avant l'émission, c'est à peu près 300 000 Obama par francs CFA par jour. Hein. Je ne sais pas combien de Camerounais sont capables de payer ce montant-là. Donc, moi je pense qu'il faut agir à la base. Enfin, nous pensons à l'association avec les médecins camerounais en Allemagne qu'il faut agir plus tôt. Donc, rechercher les gens, il faut les tester, absolument les tester. Tout le monde le dit, l'OMS le dit, il faut tester les gens. Sans test, on ne saura pas qui est malade, on ne saura pas qui est isolé. Parce que puisqu'on ne peut pas isoler tout le monde, donc voilà. Et la chloroquine, c'est un des médicaments les moins chers au monde. Hein. Et je pense qu'on est en mesure de fabriquer. Pour ceux qui sont symptomatiques, bien sûr. Si vous n'avez pas de symptômes, c'est pas la peine de vous soigner, parce que la chloroquine n'est pas non plus sans effet secondaire. Voilà. Et donc voilà. Et il faut masquer tout le monde, comme à Hong Kong, parce que comme je l'ai expliqué, Hong Kong a une population de 7 millions d'habitants. Ils sont à 100 000 au kilomètre carré. Mais ils n'ont que 6 morts. Alors, ça veut dire que le masque, visiblement, est un outil majeur de protection. De cette prévention, oui. Voilà. Alors, docteur... Et le masque... Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, docteur Thierry Fosing, l'OMS et l'ONU ont prédit une véritable hécatombe en Afrique. Comment infléchir ces prévisions de l'OMS, évidemment? Bon, en fait, quand on parle d'hécatombe, ça veut dire qu'on est en guerre. Hein. Donc, alors, si on est en guerre, il faut se donner les moyens de gagner cette guerre. Et tout à l'heure, vous parlez du coup. Est-ce que si on passe à la phase 2, est-ce qu'on aura assez de moyens pour tester, pour traiter? Eh bien, il faut se donner les moyens. Il faut aller chercher l'argent où il faut aller chercher les tests où il faut aller chercher les masques où il faut les fabriquer si on est incapable de les trouver sur le marché international. Vous avez vu ce qui se passe entre les pays européens, comment ils se volent les masques entre eux. Donc, c'est grave. Il faut se donner les moyens de gagner cette guerre et c'est un appel au leadership local. Il faut vraiment que les gens prennent la mesure du problème et que les choses bougent avant qu'on arrive dans la phase 2, voire 3. C'est un appel du cœur. Voilà. Et l'hécatombe, effectivement, les Italiens la vivent déjà. Hein. Et je vous rappelle que l'Italie, c'est un pays développé. Ça se déroule au nord de l'Italie, qui est comparable à l'Allemagne, hein, qui est comparable à la France en termes de développement. Donc, imaginez si ça arrive chez nous. Je ne veux pas dessiner le diable sur le mur, hein. Mais c'est donc la nécessité, c'est donc un appel du fond du cœur au leadership local de faire tout ce qui est possible pour qu'on n'en arrive pas là. Et les solutions sont là. Elles sont parfois simples et pas besoin de distribuer les sacs de riz à tout le monde, bien sûr aux nécessiteux, mais il y a des choses simples comme le masque, il y a des choses simples comme le dépistage, il y a des choses simples comme éviter les regroupements, éviter les déplacements inutiles, permettre qu'il y ait de l'eau. Oui, il faut de l'eau pour se laver les mains. Hein. Il faut que la société d'eau et d'électricité essaie de couper le moins, fournir la population au maximum, parce que eux, ils jouent un très grand rôle dans la prévention de cette maladie. Et si tout le monde se met ensemble, s'il y a une vraie synergie des efforts, je suis persuadé qu'on pourra éviter cette hécatombe que prédit l'OMS. Voilà, docteur Thierry Fosing, vous donnez l'impression, évidemment, quand vous dites qu'il y a des choses simples à faire pour limiter la propagation du coronavirus, pas besoin de se compliquer la vie, vous donnez l'impression, évidemment, que le gouvernement ne fait pas grand-chose, ne fait pas ce qu'il faut faire, ou bien est perdu un peu dans sa stratégie de lutte contre le coronavirus. Non. Comment vous appréciez le plan de lutte gouvernemental ? Je ne peux pas dire des choses pareilles. Écoutez, le ministre, je le vois à l'heure, matin, midi, soir, c'est vrai, mais je le vois être relancé par des gens, et je le vois répondre directement à des personnes touchées. C'est des choses qu'on n'a pas vues depuis longtemps au Cameroun, donc la volonté, manifestement, elle est là. Mais je me demande, est-ce que ce ministre qui est le général qui mène cette guerre pour le compte du Cameroun, est-ce qu'il a tous les moyens nécessaires pour gagner cette guerre? C'est la question. Et s'il n'a pas les moyens, je supplie ses patrons de lui donner les moyens de gagner cette guerre. Voilà. Et il pourra se référer à nos recommandations ou à d'autres recommandations pour gagner cette guerre. Et je vais pas refaire encore l'éventail des mesures que nous avons proposées, mais je pense que, pour le moment, je ne peux pas vous dire où on en est. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'effets, il y a eu beaucoup d'annonces dans les médias, on a sensibilisé les gens. Mais concrètement, je ne sais pas ce qui est fait sur le terrain. On essaie de tester visiblement des gens. On essaie de tester. Je ne sais pas si on teste déjà massivement. Je ne sais pas si on teste ailleurs qu'au Centre Pasteur. Est-ce que les tests arrivent à temps? Est-ce que le confinement est effectif? Mais je vois beaucoup de bonne volonté.
même si malheureusement, je ne sais pas si les résultats suivent. Hein. Je suis complètement coupé de la réalité locale, il faut le dire. Mais si les choses sont mises en place, tant mieux, tant mieux. Je vois que les morts, aujourd'hui, on est à quoi 600 morts, 600 malades, et pour environ 9 morts. Ça, c'est les chiffres officiels. Bon, j'ai lu beaucoup de voix s'élever pour dire que c'était pas vrai, qu'il y avait plus que ça. Et bon, je n'en sais rien. Bon. Alors, vous n'en savez... Mais si... Oui, excusez-moi. Un domaine sur lequel vous en savez un peu trop, évidemment, c'est au niveau des solutions. Alors, Dr Thierry Fozing, vous nous dites que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine sont la seule alternative viable pour contenir l'épidémie du Covid-19 au Cameroun. Pour une raison très simple. Je veux dire, premièrement, c'est des médicaments, donc ils ont des effets secondaires. Il ne faut pas que les gens courent, rentrent dans les pharmacies et achètent ça et commencent à boire. Non, ce médicament est réservé aux malades, pas aux personnes bien portantes. C'est très, très important. Et avant de prendre ce médicament, il faut un ECG, il faut réaliser un électrocardiogramme pour s'assurer que le cœur n'a pas de problème. Sinon, on risque un arrêt cardiaque. Donc, chère population, laissez la prescription aux médecins qui jugeront de l'indication, de l'opportunité ou pas. Bon, pour revenir à cette molécule, quand on est malade, et les études préliminaires, il y a 2 études françaises sur 36 et sur 80 patients. Il y a une étude chinoise sur 100 patients qui montre que ce médicament fait baisser la charge virale le plus vite que si on ne le prend pas. Il permet également d'éviter la réanimation, d'aller en réanimation. Donc, ceux qui le prennent iront moins probablement en réanimation. Ça, c'est très important. Et ce médicament ne coûte presque rien. Voilà. Bon, en France, on dit que ça coûte dans les 12-13 euros. C'est environ 10 000 francs CFA. Je pense que localement, en générique, on peut l'avoir, mais encore moins cher que ça. Donc, quand on a une épidémie de cette envergure, on ne va pas se mettre à créer un nouveau médicament. Qu'est-ce que les scientifiques font en général? Ils ouvrent le placard, la boîte de pharmacie, et regardent dans la boîte de pharmacie ce qu'il y a comme médicament déjà existant. Et ils testent tout ce qui est possible. Et voilà, il y a des chercheurs qui ont testé cela, ils ont vu que ça marchait. C'est des médicaments qui sont connus depuis 80 ans, dont on connaît tous les effets secondaires. Alors, on ne va pas se mettre à créer un nouveau médicament qui nous coûtera les yeux de la tête. Hein. On prend ce qu'on a, on fait ce qu'on peut, en attendant qu'un vaccin un jour arrive. Mais pour le moment, on n'y est pas. Donc, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Et de tout ce qui a été testé jusqu'à présent, c'est ces 2 molécules-là qui ont le meilleur profil et les meilleurs résultats. C'est pour ça que je pense que si quelqu'un est malade et asymptomatique, c'est-à-dire que s'il a de la fièvre, il a des difficultés respiratoires, il tousse, il a des courbatures, eh bien, ce médicament est une vraie option pour empêcher une aggravation de son état et pour lui permettre, de retrouver sa santé au plus vite. Voilà mes propos. Donc, c'est vraiment réservé aux malades, hein, pas aux personnes bien portantes. Et puis vous nous avez aussi fait savoir d'ailleurs que un séjour en réanimation, un service en réanimation coûte minimum 300 000 francs CFA par jour au Cameroun. C'est les chiffres. Voilà. Et vous pensez qu'il faut tout faire pour éviter d'arriver à ce stade? Ah oui. Qui d'entre vous va aller en réanimation? Mais personne. Hein. La réanimation, vous savez, c'est traumatique. Il y a des gens qui sortent de là et gardent un traumatisme à vie. Hein. Être mis sous assistance respiratoire, c'est une violence faite au corps. Et s'en sortir de là sans séquelles, c'est rare. Hein. C'est rare. Donc, si on peut éviter, les prévenir vaut mieux que guérir. Hein. Et beaucoup de gens qui sortent de réanimation, plus tard, sont oxygénés dépendants. Ils auront besoin d'oxygène à vie. Il faut le dire. Hein. Et où est-ce qu'on prendra l'oxygène au Cameroun pour donner aux gens à la maison? Ah oui, c'est ça la réalité. Voilà, Dr Thierry Fozing, vous êtes suffisamment bousculé d'ailleurs, vous êtes à la frontière France-Allemagne. Alors, vous dites qu'il y a des solutions simples qu'on peut poser aujourd'hui pour limiter la propagation du Covid-19 et évidemment briser les idées et les prévisions de l'OMS sur l'Afrique et sur le Cameroun. Quel est le conseil que vous donnez aux dirigeants pour terminer? Je pense que les dirigeants doivent faire ce que les autres font. Hein. Je veux dire, je pense qu'au-delà de tout ce qui est fait d'annonce, il faudrait que sur le terrain, on remarque une véritable volonté de mettre fin, à ce cycle-là. Parce que chaque jour, on compte les cas, on compte les morts. Et je pense que les dirigeants ont en leur main des outils comme... Ils peuvent décider que, je ne sais pas, il y a forcément une industrie capable de faire des masques à grande échelle au Cameroun. Il faudrait mettre de l'argent dedans.
est-ce qu'il y a moyen d'aller, je sais pas, envoyer un charter en Chine, chercher des tests de Covid pour tester massivement les gens qui ont été en contact avec les patients? Il peut y avoir des mesures d'accompagnement pour les plus vulnérables. Hein. On peut essayer de booster la production d'électricité, au moins la concentrer sur les zones à risque, parce que si votre frigo ne marche pas, votre congélateur ne marche pas, vous êtes obligé d'aller tout le temps, de sortir tous les jours, aller au marché, aller faire des courses. En sortant, vous vous mettez à risque. Non, ou bien s'il n'y a pas d'eau pour vous laver les mains, vous êtes également à risque. Hein. Il faut fabriquer du matériel nécessaire aux hôpitaux. Il faudrait que ceux qui sont en première ligne, les médecins, les infirmiers à l'hôpital à Douala Yaoundé qui traitent les patients du Covid aient l'équipement nécessaire pour ne pas se contaminer eux-mêmes, parce que si eux-mêmes sont malades, qui va gérer les cas de Covid? Donc, voilà des choses, voilà des axes prioritaires sur lesquels il faut agir. Il faut absolument se donner les moyens d'agir. À l'échelle d'un pays, c'est faisable. On est encore apparemment à moins de 1000 cas. Donc, je pense que c'est encore gérable. Hein, c'est encore gérable. Et je suis dans les autorités vraiment de faire ce qu'il y a à faire pour que les cas annoncés ne se produisent pas. Voilà, merci docteur Thierry Fozing et beaucoup de courage. Ce n'est pas du tout évident, mais nous levons nos bras, nous applaudissons votre courage. Merci énormément. Je tiens aussi à applaudir le courage de tous ceux toutes sortes de confrères, pas seulement ici, mais également au Cameroun, qui luttent au quotidien pour préserver la vie. C'est important. Il mérite d'être salué aussi, ceux qui sont là-bas. Ils ont beaucoup moins de moyens que moi et font des miracles parfois. Je sais parce que j'ai des connaissances à moi qui ont guéri du Covid entre-temps et qui étaient hospitalisés. Et ils ont été guéris au Cameroun. Hein. Donc, félicitations à mes confrères là-bas également. Merci docteur, évidemment un très bel échange avec notre docteur Thierry Fozing, évidemment qu'on peut retrouver sur notre plateforme et abkradio.com, et on parle aussi de la proposition de stratégie visant à contenir l'épidémie actuelle du Covid-19 au Cameroun. Docteur Thierry Fozing était spécialiste en médecine interne et cardiologie évidemment, et sa tribune est à lire sur abkradio.com.